émission, pour suivre votre émission Tête à Tête qui passe chaque mercredi ici à VRT Africa à 21h. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un monsieur que vous connaissez déjà, il n'est presque plus à présenter. Il s'appelle Norbert Yamba. Il est expert en développement durable. Mais avant que nous puissions nous mettre en entretien avec lui, je voudrais d'abord faire une mise au point. L'émission Tête à Tête, c'est une émission qui passe sur VRT Africa depuis longtemps. Nous avons été surpris de suivre une émission dans une des chaînes de la place avec les mêmes noms. D'ailleurs, je cite, c'est sur Couleur Télévision. Ce n'est pas normal de pirater les émissions. Tête à Tête, c'est une émission qui existe ici chez nous à VRT Africa. Alors évitez ce genre de plagiat, ce n'est pas bon de plagier une émission. Donc c'est du plagiat que vous avez fait, il faut donc cesser avec ces genres de comportements. Nous demandons donc à nos amis de Couleur Télévision de changer le nom de leur émission. Il faut avoir l'esprit créatif pour éviter d'imiter ce que font déjà les autres. Nous revenons donc sur ce plateau avec notre invité. Il s'appelle donc, comme je le disais tout à l'heure, M. Norbert Yamba. Avec lui, nous allons essayer donc de parler de la crise qui sévit le monde ces derniers temps. Il s'agit donc du prix des barils de pétrole qui prend de l'envolée. Cet envolée a des conséquences négatives dans beaucoup de pays, notamment le nôtre. Et nous aurons aussi abordé quelques points d'actualité, notamment la fête des enseignants qui a eu lieu aujourd'hui et la fête du travail pour ces 1er mai. Les Congolais s'apprêtent déjà pour fêter cette, permettez la tautologie, pour fêter cette fête donc du 1er mai. Je reviens donc à vous. Bonsoir, Monsieur Norbert. Bonsoir. Vous êtes expert en développement durable. Avant d'aborder le fond de notre entretien, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi le développement durable? Merci beaucoup. Le développement durable. Vous savez que le développement lui-même, c'est l'amélioration des conditions de vie. Pour améliorer les conditions de vie, Dieu a donné au monde des ressources. Vous avez là les cultures vivrières comme le manioc, les arachides, j'allais dire les niébés. Il nous a donné la forêt, il nous a donné les mines, il nous a donné tout ce qui peut être utilisé pour satisfaire les besoins d'un peuple. Alors maintenant, lorsqu'on veut le développement, il faut considérer qu'aujourd'hui, nous avons besoin de choses, nous devons améliorer nos conditions de vie, nous devons satisfaire nos besoins, mais nous devons satisfaire nos besoins avec l'utilisation des ressources que Dieu nous a données. Mais attention, si vous utilisez mal ces ressources aujourd'hui, sachez que demain, les générations futures ne trouveront rien. Et donc, le développement durable peut être entendu comme étant la satisfaction de besoins d'une population, mais en ayant une certaine solidarité avec les générations futures. Ça veut dire un développement qui passe par la gestion rationnelle des ressources disponibles. Il faut que les ressources disponibles soient gérées rationnellement, de telle sorte que ceux qui vont venir demain trouvent quelque chose et aussi puissent laisser à ceux qui vont encore venir. Donc le développement durable, c'est un développement qui se réalise dans une perspective de solidarité intergénérationnelle. Il y a une solidarité dans l'utilisation des ressources pour que demain ou le lendemain, ces générations qui viennent puissent trouver quand même que ceux qui ont vécu avant ont été quand même solidaires et ont compris qu'il n'y a pas qu'eux et qu'eux aussi ont hérité, ils doivent laisser aux autres et c'est comme ça que la vie doit pouvoir se gérer. Sinon, on va utiliser de manière irrationnelle et donc comme des ressources non renouvelables comme le diamant, j'allais dire des minéraux, j'allais dire tout ce qui est non renouvelable risque d'être épuisé.
À ce moment-là, les gens, par exemple, à Moujima, diront, nous avions du diamant, mais nous n'avons pas trouvé de diamant. Les générations futures, bien entendu. Donc, c'est cette gestion rationnelle qui pose la problématique de la satisfaction des besoins de la population. On ne peut pas satisfaire les besoins de la population si l'on n'utilise pas les ressources disponibles dans un milieu donné. Mais attention avec l'utilisation de ces ressources. Si vous voulez piller ces ressources, et donc, vous n'êtes pas en train de rechercher le développement durable. Vous êtes en train de prendre le raccourci pour faire un développement qui n'est pas durable. C'est un développement court-termiste. Or, le développement durable a toujours été long-termiste. Ça veut dire de génération en génération parce qu'il y a une gestion rationnelle. Et je vais le démontrer tout au long de notre émission pour montrer que quand on entre en forêt, qu'est-ce qu'on fait pour que ce qu'on va trouver comme ressources forestières ou comme ressources non ligneuses, etc., soit utilisées rationnellement pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans une concession minière pour protéger, pour préserver, n'est-ce pas, que ces ressources puissent servir aux générations futures? Peut-être tout au long du cheminement de l'émission, on va en parler. Merci beaucoup. Toutes ces connaissances que vous avez, vous ne les avez pas acquises comme ça, donc quelque part vous avez étudié. Et justement, donc aujourd'hui, les enseignants étaient à l'honneur, même s'ils déplorent les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas bonnes. Les enseignants, c'était donc aujourd'hui c'était les 30 avril. Donc c'est une journée dédiée aux enseignants. Monsieur Norbert, quel sens donnez-vous à l'enseignement? Écoutez, le 30 avril, c'est une journée qui est dédiée à l'enseignement. Moi-même, j'étais élève, étudiant, et puis finalement, j'ai enseigné au secondaire, j'ai enseigné également à l'université, et donc, j'estime que, je continue d'ailleurs à enseigner, j'estime que c'est une journée, une grande journée, parce que vous savez que la capacité des citoyens de pouvoir transformer le monde, de pouvoir transformer leur milieu, pose la problématique de l'instruction qu'ils ont reçue. Et donc, s'il n'y a pas enseignement, s'il n'y a pas matière qui permette aux personnes, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, d'acquérir des capacités qui leur permettent de pouvoir bien comprendre leur environnement, mieux comprendre leur milieu, pour transformer ces milieux-là. Donc, il n'y a pas de développement. Et donc, il y a un lien direct entre l'enseignement et le développement. Parce que le développement, c'est la transformation, c'est l'amélioration des conditions de vie. Et pour améliorer les conditions de vie, il faut mieux appréhender les différents secteurs de la vie nationale. Donc l'enseignement a une part importante dans le développement d'un pays. Alors, comment il se présente? Il me semble que chez nous, nous avons des petits problèmes, chers journalistes, des petits problèmes simplement parce que le type d'enseignement que nous avons, il est fondamentalement un enseignement occidental. Et vous savez, quand l'enseignement est arrivé chez nous, on avait besoin de commis, on avait besoin de secrétaires, et puis bon voilà, il fallait vite faire pour qu'on ait des secrétaires, puisqu'on puisse avoir des commis, etc. Ces commis étaient utiles parce qu'ils devraient aider le blanc qui était là, donc les colonisateurs, pour réaliser un certain nombre de choses accessoires ou secondaires. Et maintenant, lorsqu'on arrive à l'indépendance, avec ce système d'enseignement-là, qui était essentiellement pour être commis, c'est comme ça qu'à un moment donné, vous avez vu, quand quelqu'un est, à l'époque, est commis, il est considéré comme un évolué, il est respecté dans la société. Mais on a oublié que nous avions un milieu, nous avons bien un environnement, et nous avions la responsabilité de transformer notre environnement. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez en Europe, vous arrivez en Amérique, vous arrivez en Asie, tous ces gens ont reçu des enseignements qui leur permettent de transformer leur milieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils se disent développés. Mais lorsque vous venez chez nous, vous voyez notre forêt, si vous posez la question, même à nos journalistes, pour savoir ce qui représente la force et les faiblesses de notre forêt, vous avez difficilement des personnes qui peuvent vous répondre. Lorsque vous posez des questions, par exemple, à nos jeunes gens, pour comprendre nos ressources, etc., de la manière de les transformer, de la manière de les intégrer, de les articuler, pour que nous puissions changer de situation, ça pose problème. Et donc, ce système d'enseignement qui a permis naturellement d'avoir des commis, encore que ce système-là, c'est un système fondamentalement occidental, et l'Occident était des gens dans la phase secondaire, ce qu'on appelle généralement la phase d'industrialisation, il a
ils avaient besoin naturellement des gens qui devaient travailler dans une certaine division de travail au niveau de la phase d'industrialisation. Nous ne sommes pas encore là. Nous avons des gens qui ont besoin de connaître leur milieu, qui ont besoin de connaître les activités qui sont réalisées, Vital bien entendu, etc. Et donc, lorsqu'on a formé, on est venu avec ces systèmes importés, écoutez, on a désarticulé, on a désintégré nos jeunes gens, etc. Au point où, quand on veut travailler, on veut étudier, on veut obtenir un diplôme, et quand ce diplôme ne suffit pas, on veut aller encore davantage pour obtenir un diplôme, et qu'est-ce qui se passe? Et à la fin des études, finalement, on ne trouve pas du travail parce que le système d'enseignement lui-même pose la problématique de l'industrialisation que nous n'avons pas. Et alors, il se crée donc une armée des chômeurs de luxe sur le marché, parce qu'il y a un divorce entre l'enseignement et les réalités qui sont les nôtres. Aujourd'hui, lorsque on est né d'un milieu où riverain, où on peut facilement faire la pêche, on ne peut pas faire cette pêche-là simplement parce qu'on estime que c'est une activité secondaire. Même lorsqu'on est à l'école, vous échouez à une question, on vous dit, écoutez, rentrez pour être paysan au village, etc. Le paysan n'est plus considéré comme une fonction, mais c'est considéré comme une responsabilité des secondes, qu'allais-je dire, une responsabilité sans importance. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Non seulement que nous avons une armée de chômeurs sur le marché, nous n'avons pas de producteurs qui permettent de transformer notre environnement. Et alors, maintenant, en mettant en place le système occidental d'enseignement, et voilà, c'est que tout le monde veut avoir une responsabilité, mais le gouvernement de la République, qui, en réalité, a mis en place un système d'administration qu'il considère comme étant des usines de production, pourtant l'administration ne produit rien. Au lieu de commencer d'abord par le primaire, on a sauté secondaire pour arriver au tertiaire, et le tertiaire vit du primaire et du secondaire, et comme on n'a pas une jonction entre primaire et secondaire, donc tous les services que l'on crée deviennent des usines qui sont considérées bien entendu comme des usines de production, ne donnent rien au gouvernement de la République en termes de moyens pour affluer les caisses de telle sorte à pouvoir satisfaire les besoins. Et donc, on se trouve en situation où tout le monde a un diplôme, tout le monde veut travailler, mais bon, comment les payer? Les enseignants mal payés, cet enseignement se donne sans équipement. Écoutez, les enfants sont dans des écoles très délabrées. La population scolarisable aujourd'hui est loin supérieure à la population scolarisée. D'aucuns parlent aujourd'hui que nous avons une population scolarisable de 95% et la population scolarisée est de l'ordre de 13%, à cause de Minerval, à cause d'un paiement des enseignants, etc. Et que le taux de déperdition scolaire est de l'ordre de 68%. Vous comprenez que la situation est très dramatique. Aujourd'hui, et même à l'université, vous savez, il y a des grèves sur grèves, etc. Et le gouvernement de la République pense qu'il n'a pas de moyens pour pouvoir résoudre les problèmes. Et pourtant, je vais terminer par là, dans les années 80, avant 83, le budget de l'État, c'est pas en termes de l'éducation, en tout cas, toute proportion réservée, était de 26%. 20% tout au plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le budget était, à cette époque-là, d'1 milliard de dollars par an. Aujourd'hui, nous avons 3 milliards de dollars. Plus. Et nous avons un budget de 5%. L'année passée, par exemple, 2007, on avait un budget de 11% sur le plan de l'éducation. Mais on n'a pas vu des charges d'augmentation des salaires des fonctionnaires, des enseignants. On n'a pas vu la construction des écoles. On n'a pas vu l'équipement des écoles existantes. Et encore que lorsque vous voyez à Kinshasa, il y a des évolutions. Mais lorsque vous allez à l'intérieur, la situation est très très dramatique. Et donc, on se retrouve dans une situation où on parle de la percée spectaculaire du budget de l'État d'1 milliard qui était généralement connu à l'époque Mobutu, et que de 3 milliards et demi à cette époque ici, pendant ce gouvernement légitime, mais curieusement, on donne 11%, qui du reste moyenne et statistique, parce qu'on peut dire 11%, mais ce qu'on a dépensé réellement, hein, c'est pas en termes d'affectation sur des problèmes qui concernent l'enseignement, ça peut ne pas être 1%. Ça peut ne pas être 1%, et comme il n'y a pas d'inspecteur pour faire le monitoring, pour savoir que
quelles ont été les affectations sur les 11%, encore que vous savez qu'il n'y a pas eu réduction de compte de 2007. Alors, cette année 2008, on a prévu 5%, mais vous voyez que ça ne marche pas. Et les quelques rares écoles qui sont construites, soit financées par la coopération technique belge, soit financées par la Banque africaine de développement, soit par la Banque mondiale. Alors, nous nous posons de questions, parce que l'on reconnaît que le 3/4 du budget, n'est-ce pas, relève, n'est-ce pas, des moyens propres du gouvernement de la République, comment serait-il possible que lorsqu'on voit une école, lorsqu'on voit un petit bâtiment, c'est ce bâtiment qui relève naturellement d'un apport extérieur? Ça, c'est un problème, c'est une question questionnante, et je crois que la responsabilité du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir dire qu'il y a un effort qui a été fait pour avoir un budget aussi élevé, encore qu'il y a ce qu'on appelle le budget nominal et le budget réel. Parce que le budget nominal, c'est 3 000 $, 3 milliards, 3 milliards et demi. Mais écoutez, le budget qui est affecté réellement pour les problèmes de la population, il faut se poser cette question-là. Et il est très clair, si à l'époque du maréchal où on avait 1 milliard de $, on pouvait encore avoir des semblants de paiement des enseignants régulièrement, on pouvait encore avoir certaines écoles, on pouvait encore avoir des enseignants payés à une certaine époque, c'est que quelque part, le budget réel affecté dans ce secteur de la vie nationale pose problème et que ce sont essentiellement des moyens statistiques. On prévoit, on a mis la galerie, mais on ne prend pas cet argent pour affecter effectivement dans ce secteur bien précis. Parce que vous savez, je m'excuse beaucoup, j'ai eu à faire la consultation au niveau de beaucoup des institutions internationales. Je me suis dit, mais tiens, pour construire une école, sincèrement, de 6 classes, en dur, donc à matériaux durables. Et donc, il suffit simplement de dépenser 25 000 $. Et lorsque vous regardez par exemple notre pays, si le gouvernement, dans ce secteur-là, avec les 11% qu'on a affectés en l'an 2007, on pouvait dire, par rapport à ces budgets-là, nous avons combien de villages ou combien de groupements, combien de secteurs ont besoin des écoles. Et je crois qu'en affectant 25, si vous prenez 1 million de $, si vous prenez 1 million divisé par 25, vous avez au moins 400 écoles. 400 écoles. Et 400 écoles, ça fait combien de secteurs dans notre pays? Eh bien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il y a un problème de politique au niveau de l'enseignement. En fait, l'enseignement aujourd'hui, c'est très bien bon pour rafraîchir la mémoire, mais je dis que ce n'est pas encore une préoccupation, encore que ça doit être les socles, parce que c'est grâce à l'enseignement qu'on peut assister à un bon bondissement d'une société. Oui, et j'en profite de l'occasion pour informer, j'espère que le ministre de l'EPSP est au courant. Je viens d'effectuer un tour dans les Bas-Congo, j'ai été à Matadi, à Mwanda, à Boma, jusqu'en Bandundu. J'informe à monsieur le ministre, monsieur Maker Mwango, que dans les Bas-Congo, aujourd'hui, là, il n'y a pas fête. Franchement, qu'on se le dise, les enseignants sont en grève, les élèves n'étudient pas. Quelques écoles qui s'organisent seulement, qui étudient, mais il n'y a pas cours dans les Bas-Congo. Et ça, moi-même, j'ai vécu, j'étais en Bansangungu, où c'est un grand millier scolaire. Il n'y a pas cours, et ça, c'est encore très grave. Nous espérons que tous les... Il n'a pas besoin d'avoir votre témoignage. L'université de Kinshasa est là, les étudiants n'y vont pas, etc. Et donc, jusque-là, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire, le problème se pose, quoi. Voilà. Donc, qui dit enseignement, dit aussi quelque part travail, justement. Vous avez certainement remarqué, nous avons un fonds spécial aujourd'hui. Regardez, déjà c'est 1er mai, c'est la journée du travail, donc on ne peut pas travailler, on ne peut pas parler du travail sans parler de l'enseignement. Donc l'enseignement fait partie donc du travail dans notre pays. Et curieusement, ces 2 jours ou ces 2 journées se succèdent. C'était aujourd'hui la fête de l'enseignant et demain, c'est 1er mai, c'est la journée du travail. Les thèmes retenus, je peux lire ici, nous voyons développement, emploi, paix, pain et sécurité. Vous êtes expert en développement. Que vous dit ces thèmes retenus? Bon, c'est bien bon, hein. Ce sont de slogans généralement connus, où les gens ont tendance à donner
des éléments de motivation, quoi, d'impulsion pour créer une dynamique, etc. Encore qu'ils aient la volonté volontariste de pouvoir donner cette impulsion, et encore que c'est pas seulement avoir la volonté, mais aussi savoir comment monter des mécanismes qui permettraient que cette impulsion soit rendue opérationnelle. Justement, on parle du développement. Emploi. Le développement ne vient pas comme ça. Vous savez que nous avons une population active dans notre pays qui sont dans un travail rémunérateur. Ils sont de l'ordre de 2,4%. Bon, j'ai vu dans les documents du gouvernement, on parlait de 4%. Les emplois rémunérés. Mais d'autres documents démontrent très clairement que c'est 2,4%. Enfin, toute proportion réservée, 2,4%, c'est la même chose en fait. Mais vous savez que nous avons à peu près 36% des gens qui travaillent dans l'informel. Nous avons 41% des gens qui travaillent dans le secteur agricole. Et donc, nous avons 41% secteur agricole, 36% secteur informel et 2,4% le travail rémunérateur. Mais que devient aujourd'hui le secteur agricole? Vous savez qu'à l'époque où notre pays accédait à l'indépendance, nous avions 44% des recettes d'exportation venaient du secteur agricole. Lorsqu'il fallait se tourner à travers le pays, on a assisté à des moments, à des endroits où l'on parlait de paysans, une organisation de structure qui était là en train d'encadrer le paysan, structurer le paysan pour assurer la production, pour assurer la commercialisation, pour assurer la formation, etc. Et ça, ce sont des agronomes belges à l'époque qui faisaient ce travail-là. Nous avons assisté à des grandes coopératives à l'époque. Des grandes coopératives agricoles, des coopératives de commercialisation, des coopératives d'approvisionnement, des coopératives de production, etc. Aujourd'hui, le budget de la République, je prends l'année 2007, c'est 0,7% pour l'agriculture et 0,6% pour le développement rural. Alors vous avez une population de 80%, une population active, et vous donnez un budget de 0,7%. Est-ce que vous voulez vraiment résorber le chômage par rapport à ça? Parce que quand les gens parlent de développement, travail, etc., le travail ne va pas tomber du ciel. Ce sont les activités productives qui génèrent les tâches. Et ces tâches doivent être confiées à des personnes pour construire une division du travail de manière à générer des biens et des services. Et donc, lorsqu'il n'y a pas des activités qui permettent à pouvoir créer des tâches pour que les gens travaillent et produisent, pour qu'il y ait rafflement de la caisse de l'État, et de manière que cet argent puisse être, n'est-ce pas, versé dans le domaine productif et créer des entreprises appropriées, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, 41% des travailleurs agricoles, qu'est-ce qu'ils représentent? Un travailleur agricole aujourd'hui, ça représente combien d'argent? Il n'y a pas de route. Quelle est la politique, par exemple, foncière aujourd'hui? Il faut aller un peu presque partout, vous allez voir des grandes étendues. Une seule personne avec 1 million d'hectares de terres arables. Et il y a même des villageois qui n'ont même pas la possibilité d'avoir de l'open terre. Et ces problèmes doivent être résolus. Et regardez même dans la ville de Kinshasa, même dans les chefs-lieux de province, dans des capitales de province, etc. Mais oui, il y a un développement, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Quelle est la loi qui régit cette agriculture urbaine? Quand vous voyez par exemple la ville de Kinshasa, je vois par exemple le budget 2007 de la ville de province de Kinshasa. Le secteur agricole, c'est 1% qu'on a réservé au niveau du budget. Je vous dis que le gouvernement central a réservé 0,7%. Le gouvernement provincial a réservé 1%. Et quand vous regardez Kinshasa, à l'est, 75% de la partie est de la ville de Kinshasa, mais font l'agriculture, 75% font l'agriculture. Quand vous quittez par exemple Kingasani à partir d'Ensélé jusqu'à Maluku, Bankana, c'est 200 km de rayon. Mais ils vont à Auchan, ils cultivent, etc. Mais quelle est leur garantie? Et toutes ces mamans qui sont des maraîchères, les papas maraîchers, les éleveurs, etc., qui sont dans les vallées, quelle est leur sécurité juridique? Quelle est la préoccupation de la politique gouvernementale par rapport à ça? Ça, c'est un problème. Alors, on va résorber le chômage comment? Vous avez des personnes qui ont un profil, qui veulent travailler pour qu'effectivement
ils puissent justement trouver leurs comptes, les comptes de leur famille. Et justement, quelle piste de solution que vous donnez? Mais les pistes de solution, ça veut dire quoi? Il faut sécuriser ces gens sur les plans de droit. Toutes ces vallées qui sont occupées généralement par les maraîchers, je ne sais pas, les agriculteurs dans la ville, etc. Il n'y a pas que la ville de Kinshasa sur l'ensemble du territoire national. Mais il n'y a aucune sécurisation. Si quelqu'un va planter, par exemple, un safoutier, il plante, je ne sais pas, un mandarinier ou un manguier, dès lors que ça ne lui appartient pas, demain on va le chasser. Or, ce sont des arbres pérennes, Et alors, maintenant, quand on les chasse, et tout le coût d'investissement, qui va pouvoir le rembourser? Ça, c'est un problème. Et donc, il y a moyen, à travers une décision de l'État, qu'on puisse sécuriser ces gens en disant que voilà, vallée tel, c'est destiné aux agriculteurs et que on organise ces agriculteurs. Il ne s'agit pas le fait d'aller, par exemple, donner 2 ou 3 ou une bêche, etc. Et vous dites non, nous sommes en train d'encadrer les paysans. Quels paysans vous encadrez? Quelle est leur structuration et comment on s'occupe de cette structuration? Ça, c'est un problème réel. Mais ceux qui sont dans l'informel, j'allais dire ceux qui travaillent dans l'informel, qui ont besoin également, n'est-ce pas, de devenir formels. Et vous savez, généralement, Même ceux qui sont dans l'informel aujourd'hui, nous les appelons informels, mais quelque part, ils participent aussi parce qu'ils paient leurs taxes quand même. Eh bien, ils paient leurs taxes, ils sont identifiés. Mais bon, beaucoup ne sont pas aussi identifiés, ça c'est évident. Mais bon, ceux qui sont considérés également informels paient leurs taxes. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de dire, oui, l'informel est en train de battre le record. Qu'est-ce que nous faisons pour formaliser tous ces informels? Ça, c'est important. Et la formalisation des informels pose la problématique de l'octroi des crédits, l'octroi des subventions. C'est très important, il faut organiser ces gens. S'ils sont identifiés, il faut qu'à un moment donné, chacun, par exemple, quelqu'un qui fabrique de savon, quelqu'un qui vend, je ne sais pas, des idées au marché, quelqu'un qui vend je ne sais pas quoi, etc. Que ces gens aient la possibilité de pouvoir avoir des moyens qui leur permettent de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer leur travail et augmenter leur production. Ça, c'est important. Mais regardez, lorsque vous voyez plus près de nous, dis-moi, la banque de crédit agricole, on a transformé les bâtiments de banque de crédit agricole à autre chose. Regardez, quand vous allez à la Sofidé, donc tous les bâtiments, il n'y a que d'autres locataires. Le travail qui a été, à l'origine, prévu n'est plus opérationnel, etc. Et quand on regarde les différents budgets du gouvernement de la République, quand on regarde les contacts avec le gouvernement de la République vis-à-vis d'autres